Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, sur laquelle je suis totalement outré, une vidéo dans laquelle je me dis putain c'est pas possible ce genre de vidéo circuler sur internet. Alors sur internet on trouve de tout, mais là ça va un peu loin, enfin dans le sens où vraiment si on je veux dire, c'est pas honnête. Ce genre de vidéo n'est pas du tout honnête, et plutôt c'est de la désinformation plutôt que de l'information. Ou tuto ou que sais-je. Mais c'est tout sauf un truc pour aider. C'est juste de la merde. Voilà, donc c'est une vidéo bien sûr du style la m'a fâché, sympa, peu importe, des trucs de top, enfin voilà, quelque chose. Dans ce style-là, vous savez, les chaînes YouTube qui copient un peu les concepts américains, tu vas te taire, voilà, qui copie un peu au mot pour mot les vidéos en plusieurs langues. Il y a eu plusieurs vidéos sur ça qui expliquaient qu'ils ont fait des recherches sur qui était derrière ces personnes, enfin bref. Donc ce genre de vidéo putaclic aussi, voilà, donc avec, je sais pas, on va prendre quelque chose au hasard. Ne laisse pas d'eau près de ton lit quand tu dors. Ouais, pourquoi? Bon, on s'en fout un peu, ce n'est pas le... Je vais pas faire toutes les vidéos de la chaîne, bien qu'il y aurait beaucoup à dire sur cette chaîne. Donc on va s'attarder sur cette vidéo-là en fait. Euh, donc, cette vidéo-là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ça parle de quoi? Donc là, le titre, 14 choses qui abîment ton ordinateur lentement mais sûrement. À part le temps ou si tu le prends un coup de marteau, c'est le seul truc. Honnêtement, voilà. Donc, bon. Enfin bref, on va pas commencer à spéculer ou à essayer de deviner. Mais on va commencer à regarder la vidéo. Ton ordinateur te rend la vie plus facile. Mais savais-tu que tu pouvais ne pas le lui rendre? Il se trouve que des choses... Alors, il nous rend peut-être la vie plus facile. Alors, comme il dit, mais ce qu'on sait que. Je sais plus ce qu'il Ton dit. ordinateur te rend la vie plus Te facile. rend la vie plus Mais facile, mais savais-tu que savais-tu tu que pouvais ne tu pas pouvais le ne pas lui lui rendre? rendre Il se en trouve parlant de sa vie facile? Il faut savoir qu'un ordinateur, c'est une machine. Une machine est faite pour travailler dans plusieurs conditions, qu'elle soit dans le froid, dans le chaud, dans le sable, dans la neige, de manière humide, de manière sec, avec du soleil, sans soleil, dans le noir, enfin, peu importe. Une machine, c'est une machine, et un ordinateur, c'est une machine, il faut le savoir. Bien que ça soit une machine, souvent qui coûte pas mal, qui est assez onéreux, c'est important d'en prendre soin, bien sûr. Ça me semble évident. On va pas acheter une machine, peu importe son utilité, que ce soit un ordinateur ou autre, pour la casser. C'est bête. Mais en prendre soin, c'est toujours un plus. L'entretenir, c'est toujours bien. Ça permet d'éviter de racheter un ordi tous les ans. Voilà. Donc, sachant qu'il n'y a vraiment pas besoin d'acheter un ordi tous les ans. Mon ordi, il a quoi? Il a sorti peut-être, je sais pas. Euh, je sais pas, 4790, je sais pas en quelle année il est sorti celui-là. Ce i7, voilà, 2017, 2018, 19, bon, il a 2 ans à peu près. Voilà. 2 ans. Non, Interruption inattendue, il est sorti en 2014. En 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, donc il y a 5 ans. Donc mon ordi, il a 5 ans plus ou moins. Il n'y a pas besoin de changer son ordi tous les ans. C'est toujours aussi utilisable. que des choses a priori insignifiantes comme garder ta batterie dans ton ordinateur ou bien oublier de retirer tes écouteurs peut petit à petit tuer ton appareil. Alors, je ferai bien un petit commentaire sur ça, mais on va y revenir après. On va y revenir après tout simplement parce qu'il en parle plus précisément. Enfin, il explique son bordel. Donc, je vais pas m'y attarder dessus. Pas de panique, je vais te briefer sur les erreurs les plus courantes. Alors, sur les erreurs les plus courantes, je pense que l'erreur la plus courante, c'est ce genre de chaîne sur YouTube. C'est ce genre de désinformation plutôt dangereuse. Je vais vous dire pourquoi. Numéro 14. Connecter ton ordinateur à une prise de courant de la mauvaise manière. Alors, il faut savoir que l'ordi a toujours des protections. Alors là, il parle pas d'ordi fixe, bien qu'il en parle également dans notre exemple, mais il faut savoir que l'ordi a des protections, que ça soit fusible, des diodes de protection, ce genre de choses. Donc bon. Tu penses sûrement que tu peux connecter l'embout du chargeur n'importe comment. Faux.
Ne mets jamais le chargeur avant qu'il soit connecté à l'ordinateur. Si tu fais cela, la source d'alimentation peut tout simplement brûler. Alors, la source d'alimentation peut tout simplement brûler si tu branches en premier la prise 220 et que tu en mets ensuite le bout adaptateur. Donc là, c'est un Lenovo, donc ça doit être sûrement un embout rectangulaire. Voilà, je pense que ça doit être un ThinkPad, quelque chose comme ça, voilà, ça doit être un embout rectangle de ce style, voilà. En vue de la gueule du chargeur, voilà, c'est pas impossible que ce soit un embout comme ça, enfin bref. Toujours est-il que mettre en premier le 220 et ensuite le chargeur et qui est lui alimenté donc sous tension et mettre ensuite donc on a du 10, donc on a une plage de voltage donc de tension de 18 à 20 volts, faut le savoir. Que c'est pas du haut voltage, c'est pas du 220. Jamais tu pourras t'électrocuter et mourir à cause de ça. Sauf si bien sûr, bon après ça c'est l'électricité, mais sauf si bien sûr il y a le corps qui est immergé dans l'eau. Oui, il peut y avoir des problèmes d'électrocution, ce genre de choses. Mais ici c'est un simple chargeur. Je veux dire, c'est nimp, c'est nimp. Pourquoi? Parce que tout simplement, déjà, comme je disais tantôt, la carte mère a des protections, que ce soit au niveau du chargeur, du fusible, la carte mère, des tâches d'alimentation, ce genre de choses. Tout a une protection pour éviter de cramer, tout simplement. Sinon, l'ordi ne tiendrait pas dans le temps. Il y aurait beaucoup de SAV, que ce soit au niveau du PC. Il y aurait beaucoup de pertes d'argent. Faire un produit qui tombe en panne souvent, c'est nuire à la réputation d'une marque et générer des pertes. Tant qu'au SAV, remplacement de pièces, ce genre de choses, ça serait contre-productif tout simplement. Mais l'alimentation qui prend feu, ah non, je suis désolé pour que ça prenne feu, jamais d'alimentation n'a pris feu. Il faut le savoir. Même les pires alimentations advanced qui explosent, il faut savoir que même ça ne prend pas feu. Du moins, je ne mettrai pas ma main à couper ou bien à être à 100%. Mais voilà, au pire ça fait un pet et voilà, et l'ordi ne marche plus, au pire il y a un fusible à changer. Au mieux, mais déjà on peut voir rien qu'à la tête, j'ai enlevé les sous-titres, on peut voir ici, là, je vais faire une petite capture au cas où vous ne le verrez pas, voilà. Donc ici on voit bien que tout simplement c'est pas un chargeur officiel Lenovo quoi. C'est pas un chargeur officiel Lenovo parce qu'il n'y a pas de LED bleu verte. Un chargeur Lenovo. Un original ressemble à ça. Alors non, ça c'est pas un vrai. Est-ce que je voilà, un vrai chargeur Lenovo ressemble à ça, tout simplement. Donc voilà. Je sais pas si on va en avoir d'autres. Voilà, des choses comme ça. Un vrai chargeur Lenovo ressemble à ça. Il n'y a pas de LED sur le truc, sur le dessus. Voilà, il n'y a pas de LED. Il y en a des plus gros, des moins gros. Ça, en revanche, c'est pas un officiel. Ce n'est pas du tout un officiel, bien qu'il dise genre, bon, enfin bref. Donc déjà, si tu achètes un chargeur qui n'est pas lui d'origine, donc vraiment pour être pointu sur le sujet, pour vraiment être précautionneux et minutieux, ce n'est pas le chargeur d'origine. Donc qu'est-ce qui te dit que déjà dans le bloc d'Alim, il n'y a pas déjà quelque chose qui va déconner, quelque chose qui est sous-dimensionné, parce que souvent des chargeurs chinois qui pèsent 3,5 g à tout péter, qui tiennent qui a quoi, qui a juste un pont de diode, un stabilisateur, des trucs à la con comme ça, le truc qui fait 3 grammes, tu tires dessus, il chauffe, enfin ce genre de conneries, souvent sur Wish ou AliExpress, ou encore même des fois sur AliExpress il peut y avoir de bons chargeurs, faut le savoir. Mais non, déjà ton chargeur il n'est pas officiel, c'est un risque pour l'ordi. Et puis si tu branches en premier le chargeur, rien ne va se passer. Dans tous les cas, au pire, si tu le branches comme un bourrin, tu vas casser le chargeur, tu vas casser le port, le port d'alimentation. Alors soit il est soudé à la carte mère, bon, c'est un peu plus compliqué, faut le dessouder, ressouder. Mais soit tu as juste le connecteur à changer. Par exemple, je prends l'exemple du mien, le T430. Voilà. C'est un truc comme ça, donc qui est fait en sorte d'être pas connecté à la carte mère, d'être remplaçable facilement. Voilà. Donc non, je suis désolé, non, ça va pas prendre feu, ça va pas niquer la carte mère, sauf si, bien sûr, le bloc d'Alim est en cause. Je dénigre pas le fait que les blocs originaux peuvent avoir des problèmes, ça peut arriver.
Mais un chargeur non officiel augmente le risque, donc non. Tout simplement Voilà. en brûler. Ou dans le pire des scénarios, tu peux tuer la carte mère. Alors, tuer la carte mère, pareil, c'est juste un fusible à la con. Des nombres de cartes mères que j'ai d'ordi portable. Euh, ouais, éventuellement, si c'est un ordi Asus, encore, pour le troll, je vais arrêter de troller, mais bon, voilà. Non, je suis désolé. Déjà, c'est 19 volts max. Bon, 19-20 volts max, il y a des protections, il y a des fusibles, il y a des étages d'alimentation qui règlent le truc. Au pire, il y a l'étage d'alim qui crame, un peu comme sur les Asus que j'ai déjà vu, du Asus Pro en plus, donc bon, voilà. C'est pas très qualitatif, enfin bref. Mais voilà, honnêtement, c'est pas du tout. Ça va rien faire à la carte mère. Au pire, il y aura un fusible, mais franchement, c'est nimp, c'est impossible. Prendre feu, c'est impossible. En revanche, que la carte mère ait un fusible de pété, donc en général, c'est souvent pas loin du connecteur de charge. Ça peut arriver si l'alimentation n'est pas une originale ou bien qu'elle a décidé de livrer plus que 20 volts. Et encore, on a souvent une marge souvent de 25, je crois. On peut mettre jusqu'à 25 volts, souvent si ça a été bien conçu, si les composants n'ont pas été sous-dimensionnés. On peut mettre un peu plus, donc c'est n'importe quoi. Commence toujours par connecter ton ordinateur au chargeur et ensuite branche-le, puis Mais ça revient au même, ça revient exactement au même, à part de niquer le port de charge, ça revient au même, c'est totalement n'importe quoi. C'est juste dire les choses pour faire une vidéo, pour qu'il y ait du contenu, pour meubler quoi. Bon, bien que je revenais tout à l'heure, je disais que l'alimentation officielle n'était pas officielle, certes. Donc là, en l'occurrence, sur l'image, on voit que c'est une FSP, qui est plutôt une bonne marque, on va dire, de bloc d'Alim, ou même d'Alim PC. Mais bon, toujours est-il que ce n'est pas l'officiel, il n'a pas été testé dans les mêmes conditions que le PC. Et voilà, tout simplement, ce n'est pas l'officiel. Et vraiment, si on veut être pointu, titilleux, peu importe, vraiment être carré sur ça, tu achètes un bloc d'Alim peut-être à 60-80 boules. Mais bon, au moins tu as l'original et tu as la garantie constructeur surtout. Voilà, parce que rien ne te dit que dans les conditions de garantie, c'est qu'un chargeur autre que lui fournit n'est pas pris en charge par la garantie. Il faut savoir, il faut bien lire souvent les garanties, que si on utilise un matériel autre que lui fournit, par exemple, la garantie s'annule ou n'est pas applicable. Donc voilà. allume ton ordinateur. Numéro 13. Brancher ton ordinateur sur secteur sans retirer la batterie. Alors ça, je sens qu'il y aura beaucoup à dire. Il y aura beaucoup à dire. Donc je vais me préparer un nouvel onglet, voilà, de côté. Mais il y aura beaucoup à dire, parce que tout simplement, c'est n'importe quoi. C'est d'ailleurs pas le seul à le dire, mais c'est une légende urbaine, il faut le savoir, mais voilà. Si tu utilises fréquemment ton ordinateur quand il est branché sur secteur, il vaut mieux retirer la batterie après l'avoir rechargée à 50 ou 60%. Si tu la laisses dedans, elle deviendra moins productive avec le temps, ne te permettant de l'utiliser que durant 20 minutes. Alors, il faut savoir qu'une batterie, c'est quoi? C'est une composition de batterie est faite à base de composants chimiques. Voilà, les cellules. Donc en fait, donc déjà, il y a déjà un abus de langage dans le sens où un pack de batterie, enfin, une batterie, c'est un pack contenant plusieurs cellules. Voilà. Donc déjà, niveau, il y a un abus de langage. Bon, tout le monde le fait. Je vais pas titiller dessus. Voilà. Mais déjà, faut connaître le truc parce que voilà, c'est en fait il y a plusieurs cellules. Euh, voilà, on a plusieurs cellules ici de batterie. Euh, voilà, une batterie est composée comme ça avec des cellules. Voilà. Donc il n'y a pas de magie miracle. Donc il faut savoir que c'est tout simplement une réaction chimique qui est à l'intérieur. Donc c'est des produits chimiques. Je ne sais plus le nom, surtout que bon, en plus on fait ça en cours. On fait ça au niveau lycée. C'est du niveau lycée, ce genre de choses. Bon, ouais, je m'en souviens plus parce que ça fait un petit moment, mais bon. Il y a tout simplement une réaction chimique qui fait que, dans tous les cas, la batterie, que ce soit du lithium-ion, lithium polymère, une simple batterie alcaline, tout simplement, les principes actifs dedans qui vont faire qu'il y a une réaction chimique qui produise de l'énergie avec des électrons et ce genre de choses, il y a un moment où, pas que ça périme, mais tout simplement,
comment dire, l'effet va s'atténuer avec le temps, le mélange ne sera plus actif, il ne sera plus valable tout simplement. Donc dans tous les cas, même si on laisse une batterie débranchée du PC, chargée à 100%, on la laisse dans un coin, déjà rien que ça, elle va s'user déjà, elle va tenir moins capacité, donc c'est con de ne pas l'utiliser à 100% tout le temps. Voilà. Donc il y a ça, et puis l'enlever de la batterie pendant qu'il charge, pendant que t'es branché. Alors éventuellement à cause de la chauffe, parce que oui, ça craint le chaud et ça craint le froid une batterie. Il y a une plage de fonctionnement. Voilà, donc plage de batterie lithium. Je vais essayer de faire une recherche pour voir si je peux pas trouver des infos sur internet. Mais oui, dans tous les cas, ça craint le chaud et le froid. Donc voilà. Donc à la limite, si le PC chauffe vraiment un point, voilà, un point. Non, il n'y a pas de graphique, je trouve pas trop sur internet. Enfin, bref, donc à part si l'ordi chauffe vraiment, mais souvent la batterie est loin du processeur ou du GPU ou des deux. Voilà, où le RAD il est un peu éloigné. L'ordi, sachant que l'ordi fonctionne, allez, pour les pires des pires, c'était 90 degrés sur un MacBook, 97 même. 97, la batterie était complètement à côté. La batterie ne chauffait pas. Voilà. Souvent, le reste est une trentaine, une vingtaine de degrés. Donc, cet argument de la chaleur, vraiment, à part si il y a un ordi mal conçu, fait avec les pieds, peu importe, ouais, ça peut se valoir éventuellement, mais non. Sur un ordi plus ou moins décent, ça a été plus ou moins bien conçu, donc non, l'argument de la chaleur ne tient pas tout simplement. L'utiliser que durant 20 minutes. Et voici le plus surprenant. Mieux vaut garder ta batterie dans le réfrigérateur. Alors c'est totalement n'importe quoi. Pourquoi? Parce que le fait de faire chaud-froid, déjà non seulement de 1, ça fait de la condensation. Alors on a ce qu'on appelle le BMS, Battery Management Sensor. BMS batterie, voilà. On a ce genre de petits composants à l'intérieur des batteries. Tout simplement, voilà, donc on branche les cellules comme ça, voilà, les cellules comme ça, et là on a en haut le truc qui vient réguler la température, les cycles de charge, ce genre de choses, qui donne des infos à propos des cellules, ce genre de choses, voilà. Donc il faut savoir que si tu mets ça dans un congélo ou dans le frigo, tout simplement il y aura de la condensation faite entre l'instant T où tu l'as mis déjà, alors ça sera encore plus aggravé si tu le mets, si tu viens de le sortir de ton ordi portable qui a chauffé, parce que la batterie chauffe bien sûr un tout petit peu mais pas des masses, ça sera plus ou moins de l'air ambiante, voilà, une température d'air ambiante, mais bon, donc voilà, donc déjà il y a ça, mais aussi ce circuit électronique va en prendre un coup, dans le sens où ça va créer, alors soit si tu ne branches pas la batterie après qu'elle charge, etc., bon, il n'y aura pas de court-circuit, mais vu qu'il y a les cellules en charge qui est branchée sur le BMS, il y aura forcément du courant qui passe dans le circuit, donc ça peut cramer le BMS, donc le circuit intégré dans le pack de batterie, dans le pack de cellules, mais aussi ça peut faire de la corrosion sur le long terme, et donc flinguer des composants, les dessouder, ou faire en sorte qu'une résistance ne résiste plus, voilà quoi, que ne fonctionne plus, ou des protections, il n'y a plus de protection, un fusible qui saute, un composant mort, enfin bref. Ça peut aggraver le truc. Mais en plus de ça, deuxièmement, les cellules, elles aiment pas le chaud et le froid, tout simplement. Donc il y a bien sûr une plage de fonctionnement préférentiel, mais on peut très bien faire fonctionner une batterie à 40 degrés comme on peut la faire fonctionner à 10 degrés. Ça va marcher, mais ça va tuer la batterie, tout simplement parce qu'elle n'a pas été conçue pour fonctionner dans ces eaux-là, tout simplement. Donc c'est vraiment n'importe quoi, tout simplement, voilà. Donc au contraire, au lieu de préserver la batterie, ça va juste la tuer, à la limite d'enlever la batterie et de la mettre dans un coin pendant qu'on n'utilise pas l'ordinateur. Bon, c'est pas bien méchant, on y croit ou on n'y croit pas, mais ça va pas tuer la batterie.
mais bien que ça va... je ferai un troisième point également, mais la mettre au congélo comme ça ou au frigo, avec le froid, le chaud, le froid, le chaud, la condensation, les cartes électroniques qu'il y a à l'intérieur et tout, non, c'est absolument à ne pas faire du tout, sauf si on veut tuer la batterie. Mais pas le congélateur, hein. Le réfrigérateur. Ouais, donc ça revient au même. Un réfrigérateur, c'est quoi? C'est entre 0 et 10 degrés, grand max, quelque chose comme ça. Non. Clairement, la condensation, même s'il fait froid et tout. Mais bon, non, non, c'est à éviter. Et il faut savoir une chose également, vu que une batterie lithium-ion, lithium-polymère, peu importe, une batterie, quand elle reste vide, quand elle reste à plat un long moment de manière prolongée, donc admettons, j'enlève la batterie de mon ordi portable, je la laisse à 100%. Donc le fait que les éléments chimiques dedans, dans les cellules, vont s'user, donc du coup la capacité, non seulement déjà la capacité de charge va baisser, mais la capacité des cellules elles-mêmes vont baisser avec le temps. Mais le fait de laisser une batterie vide à 0%, bien que le BMS, donc cette carte électronique, je le rappelle, fait en sorte de ne jamais laisser plus ou moins les cellules à vraiment à 0 volts. Je sais pas si vous savez pour les batteries de voiture, quand une batterie de voiture est à 0 volts, pour la refaire partir, c'est quelque chose. Souvent elle est morte et on la change. Donc laisser une batterie vide comme ça, décharger l'ordinateur, même si on pense qu'elle est chargée à 50, 60, 80, 100%, elle va se décharger déjà naturellement par le processus voilà quoi, l'électrolyte, je crois. Est-ce que c'est une électrolyte? Ça m'est revenu. Électrolyte. Électrolyte, voilà. Donc le terme d'électrolyte sanguin est parfois utilisé de façon informelle pour désigner les minéraux en circulation dans le sang et qui font des sous forme d'ions précis dans l'organisme. Voilà, donc on a un électrolyte. Est-ce que je dis pas de la merde? Voilà, donc là c'est comment est faite une batterie, une solution ionique ou une solution d'électrolyte conduit le courant électrique. Le passage du courant électrique dans une solution est dû à un déplacement des ions. Les cations se déplacent dans le sens conventionnel du courant électrique et les anions dans le sens inverse, le sens de déplacement des électrons. Donc tout simplement, à la fin, ce mélange, soit il va sécher, puisque bon, voilà, il va sécher, ou bien une fois que les électrons, voilà, les électrons sont passés de l'autre côté, ce genre de choses, ça dépend le type de batterie qu'il y a, etc. Donc une fois que le métal a été corrodé, usé, que les électrons sont passés, etc. Tout simplement, en fait, c'est ce qui fait qu'une pile est morte, tout simplement. Donc voilà, donc il y a plus de réaction chimique, donc chimiquement elle est morte. Donc dans le temps, que ça soit dans le temps ou que ça soit le fait de l'utiliser, de pas l'utiliser. Donc dans tous les cas, une batterie c'est quelque chose de consommable. C'est comme un CD, c'est comme un disque dur. Ça s'use et ça peut lâcher, voilà, tout simplement. Donc voilà, donc le fait même de la laisser en dehors de l'ordi chargée à 50%, naturellement elle va baisser un peu. Donc souvent très rapidement ou souvent quelque peu tous les mois ou toutes les semaines. Mais si on la laisse plusieurs semaines, mois ou voire des années en dehors du PC, c'est sûr que la batterie elle sera à 0%. Elle sera à 0% et elle aura pris un sacré coup, voilà quoi. Et après elle devient morte tout simplement. Donc c'est n'importe quoi. Pour la protéger, enroule-la dans un emballage imperméable. Ainsi, elle ne s'oxydera pas et conservera toutes ses propriétés. Alors il faut savoir que c'est peut-être une bonne idée de faire ça, de la protéger ou la mettre dans une capote ou bien de le mettre dans un film plastique ou dans une boîte ou peu importe. Mais il faut savoir que la batterie a une température ambiante. Le circuit à l'intérieur a une température, voilà, l'air ambiante par exemple. Donc la condensation va se faire à l'intérieur. Donc d'ailleurs si on prend un objet souvent plus ou moins chaud, par exemple si on vient de la sortir de l'ordinateur qu'elle a un peu chauffé, qu'elle a pris peut-être 5 degrés de plus par rapport à l'air ambiante, quelque chose comme ça, c'est sûr que si on met le film plastique, au contraire on va voir dans le film plastique, ou du moins dans ce qu'on a protégé, la condensation, que ça soit dans une boîte ou peu importe, voilà. Donc la condensation va quand même se faire, même si on enlève l'air, peu importe.
Enfin voilà quoi, il faut pas faire n'importe quoi. C'est quelque chose de dangereux qui peut exploser ou qui peut prendre feu. Ça oui, ça peut prendre feu à condition d'avoir dans des rares cas des batteries défectueuses ou bien des courts-circuits. Mais même ça a été amélioré par rapport à l'époque et ça, il y a eu des protections qui ont été mises de partout. Donc même ça, c'est voilà quoi. Numéro 12. Être impatient quand tu allumes ou redémarres ton ordinateur. Après t'avoir montré le message de bienvenue, ton PC a encore besoin d'un peu de temps pour être totalement fonctionnel. Donc oui, c'est le démarrage classique de Windows quand il nous marque le bienvenu, démarrage, voilà. L'impatience lui donne trop de pression qu'il ne peut pas supporter, provoquant un gel du système d'opération et une distorsion des données. Alors la distorsion des données, pas du tout. Sauf si bien sûr tu as un disque dur neuf, enfin un disque dur voilà à plateau mécanique, et qui devient lent anormalement de plus en plus. C'est tout simplement que ton disque dur il est en train de mourir. Donc il faut vérifier le smart avec par exemple Crystal Disk Info, voilà, Crystal Disk Info, des petits logiciels gratuits, voilà, voilà, les disques qui sont bons, voilà, donc on a le nombre d'heures, ce genre de choses, tout simplement, c'est tout con. Mais voilà, si le disque devient anormalement lent, soit le Windows il est virusé ou il a des conneries, soit tout simplement ben, le disque il est en train de mourir. Et là oui, les données peuvent rentrer en compte parce que s'il a détérioré le système d'exploitation, il peut avoir également détérioré les données. Voilà. Mais enfin bref. Si l'ordinateur fonctionne encore lentement après quelques minutes, regarde la liste des programmes de démarrage et trie-les. Bon, ça peut se valoir, mais il faut ne pas non plus désactiver n'importe quoi. Donc là, par exemple, désactiver Discord, Steam, voilà, les trucs qui se démarrent au démarrage, ok. Mais les trucs, par exemple, comme VMware Tray Process, Windows Security, ce genre de choses, ben, tout simplement, ben, souvent c'est des services style Nvidia, AMD, voilà, donc les Realtek, voilà, ou Synaptic pour les ordi portables avec le touchpad, ou voilà. Tout simplement, on aura des fonctions qui vont disparaître. Par exemple, le multitouch où on met les deux doigts et on scrolle pour faire le entre guillemets la molette sur un ordi portable, on n'aura plus ce genre de choses. Donc voilà, il y aura certains trucs qu'on n'aura plus au démarrage tant qu'on n'aura pas lancé le programme nous-mêmes. Donc en soi, c'est bien si vraiment on veut lancer manuellement les choses et savoir ce qui est. Dans ce cas-là, voilà, on va pas lancer un Windows, on va mettre un Arch Linux, quelque chose de ce style, où on a vraiment la main sur tout et on connaît tout. Voilà, utiliser systemd ou init, ouais, systemd ou voilà, je sais plus l'autre nom de l'autre, enfin bref, c'est pas le sujet de toute façon, mais voilà, utiliser un truc à base de systemd et gérer tous ces services au démarrage, ok. Mais là, souvent, il y aura bien des pilotes, des antivirus qui vont démarrer en même temps au démarrage de Windows, et si on les désactive tout, on n'aura plus de fonction ou plus de protection, ce genre de choses. Numéro Donc, ouais. C'est pas de la liste des programmes. voilà, donc c'est pas plutôt un truc lié au programme, bien que Discord, Steam et Spotify quand ils se lancent au démarrage, c'est une usine à gaz. Mais si l'ordi commence à être lent, c'est qu'il faut considérer un nettoyage, c'est qu'il faut considérer une vérification du disque dur, de secteur mort, ce genre de choses. Donc voilà, c'est pas voilà. Programme de démarrage et trie-les. Numéro 11. Utilisez une prise classique ou un câble d'extension au lieu d'une multiprise. Les surtensions ou les coupures d'alimentation inattendues peuvent mener à des pertes de données instantanées mais aussi à la destruction du processeur. Non, c'est n'importe quoi. Le processeur, alors il faut savoir une chose. Donc là, il y avait une photo d'ordi fixe avant, donc on va prendre l'exemple d'un ordi fixe. Tour PC, voilà, on va mettre tour PC. Montage, montage tour PC. Voilà, je vais prendre une photo au hasard. Ah bah tiens, une vidéo de Electronic Arts. Salut à tous, voilà. Une vidéo de Electronic Arts. Ou Electronic Arts. Donc là, on a le processeur dans la carte mère. Voilà. Là, on peut voir ici, là, donc je sais pas si vous verrez le curseur, mais ici, là, on voit l'étage d'alimentation, donc les VRM. Et là, on a le processeur sur son socket. Ensuite, bon, il y a le radiateur. Et là vient l'étape où on branche l'alimentation. Donc tout simplement, il y a une alimentation voilà, au PC, donc là on va peut-être pas l'avoir. Mais enfin bref, il y a une alimentation qui elle-même contienne des protections. Voilà.
Donc détruire le processeur, non, jamais, mais un processeur, jamais ça se détruit, qu'on le maltraite ou autre. Même des pins tordus sur des processeurs du type AMD où il y a encore les pins sur le socket, enfin sur le pros et pas sur le socket, si elles sont pas cassées, il y a moyen de les détordre et de les remettre. Pareil sur du LGA, donc les sockets le Land Green Array, où les pins sont sur la carte mère et pas sur le pros. Si c'est pas trop non plus excessif les pins tordus, il y a moyen de les retordre plus ou moins, bon, avec plus de difficulté, mais voilà. Des cartes mères qui stagnent dans des caisses, dans des cartons, des pros, dans des nombres de processeurs, dans des boîtes que j'ai, et qui marchent toujours. Même s'ils ont été électrostatiquement mal entreposés, même s'ils ont été en contact avec les autres processeurs, donc ils peuvent être rayés ou avec de la pâte thermique en général sur les contacts, un coup d'alcool et ça repart. Voilà, tout simplement parce que ça a été conçu déjà, ne serait-ce que de manière électrostatiquement, donc coucou à Bob Morris, ça a été conçu pour faire en sorte de ne pas griller au moindre coup électrostatique, entre guillemets, il y a des petites protections, voilà. L'alimentation, si c'est pas du Advance dans le PC, mais bien sûr que ça va pas le griller, le pros et même ça va pas griller le pros directement, ça va griller le VRM de la carte mère. Donc ce qu'on a ici là, je vais remettre la vidéo là. Voilà, donc ça va griller ce qu'il y a en dessus là, voilà, ici là. Ça va griller ça en premier avant d'aller sur le pros et encore et encore. Donc voilà, donc en premier c'est la lime qui prend, en second c'est la carte mère et au pire des cas, si ça a été mal foutu comme sur les MacBook, notamment Louis Rossmann, donc on va mettre YouTube, voilà, donc je vais remettre YouTube, voilà, Louis Rossmann, voilà, donc Hi. éventuellement, when a MOSFET sends 12 volts to my frame buffer. Donc quand le MOSFET, donc ou bien le VRM, sa traduction anglais-français, enfin voilà, c'est plus ou moins pareil, envoie du 12 volts au frame buffer. Donc le frame buffer, pour ceux qui savent pas, c'est un cache d'image, donc un cache. Voilà, frame buffer, équipement de sortie vidéo qui commande un affichage vidéo. C'est un tampon de trame, donc d'image. Enfin bref, c'est pas ça la vidéo, mais enfin bref. Là, il explique de manière électroniquement, voilà. Come and catch me, Repair Police. Voilà. You come and catch me, YouTube Tech. Souvent, c'est ce truc-là qui est défaillant et qui saute et qui envoie au maximum du 12 volts, parce qu'il faut savoir, dans une alim PC, on a du 3,3 volts, du 12 volts et du 5 volts. Donc au pire, on a du 12 volts qui peut être envoyé au pros, ou à la carte graphique, ou à un truc important. Mais voilà. C'est souvent une cause de carte mère. Donc là, c'était sur un MacBook, la vidéo de Louis Rossmann. Donc les MacBooks, bien sûr, Apple, ils ont le don de faire des schémas, enfin du design de cartes électroniques au top. C'était de l'ironie, bien sûr. Mais voilà quoi, si on prend quelque chose assez haut de gamme, que ce soit en PC portable ou en PC fixe, avec des Alim style FSP, Corsair, Cooler Master, ce genre de choses qui est pas trop no-name et pas trop pourri, avec une bonne carte mère qui n'est pas OEM, on a de chance, voilà quoi, ce genre de truc n'arrive pratiquement jamais. Mais les surtensions ne sont pas les seuls responsables. La lumière peut aussi te donner du fil à retordre, comme elle envoie des pulsions à travers les câbles. Alors il faut savoir que dans le compteur électrique, on a un parafoudre. Il y a un parafoudre, il y a un disjoncteur, il y a un différentiel. Donc avant, bien sûr, que ce soit le PC qui prenne un coup, sauf si, admettons, il y a la foudre qui tombe sur l'antenne râteau et qu'il envoie directement je crois que c'est 1000 volts, un éclair, quelque chose comme ça, enfin de la très haute tension, qu'il la répand dans tout le truc électrique, oui. Ok, mais si c'est un peu une coupure de courant ou une baisse de tension, non, au pire l'ordi va s'éteindre, ce que tu es en train de faire, ça aura pas sauvegardé au pire, voilà. Donc non, c'est pas valable. Les fils du téléphone. Donc il y a des protections de partout, quoi. Il y a vraiment des protections de partout. L'électricité d'électricité statique est aussi un danger potentiel. Pour te protéger et limiter les risques,
Tu dois utiliser une prise multiple au lieu de la prise classique. Ouais, ça revient au même, ça revient au même. C'est juste qu'il y a un bouton physique on-off dessus. Ça revient exactement au même, sauf si on achète des multiprises avec parafoudre. Donc ça ressemble à ça. Donc voilà, une multiprise parafoudre, ça ressemble à ça, tout simplement. Et c'est pas juste une simple bête. D'ailleurs, les prix, c'est pas les mêmes également, hein. Voilà. Donc voilà. Mais non, c'est juste parce qu'il y a un bouton dessus. Non, Ou c'est du pas ça. câble d'extension. Cela te permettra de couper l'alimentation en cas de forte baisse de tension. Couper l'alimentation en cas de forte baisse de tension. Ben, ouais, au pire, l'ordi s'éteint. Mais bon, à moins que tu habites dans le Gange, dans un truc avec une installation électrique plus que douteuse des années 70, je ne pense pas que tu aies des baisses de tension. Même la baisse de tension, à part si tu as un transfo EDF dehors qui est vraiment douteux, non. Non, tu n'auras pas de baisse de tension, sauf dans de rares cas. Pour cette même raison, ne garde pas ton PC constamment branché. Alors, ne garde pas ton PC constamment branché, ça change rien, dans le sens où ça va rien changer, à part ouais, peut-être éventuellement pour éviter pendant que tu pars en vacances ou loin de chez toi sans avoir un œil sur l'ordi éventuellement. Mais pour ceux qui font des allumages automatiques de BIOS permettant voilà ou des trucs du netboot avec des allumages à distance d'ordinateur en réseau, non, tu débranches pas ton ordi. Mais après bon, ça c'est du bon, c'est dans le cadre du bon sens, bien sûr, faut réfléchir un moment. Mais voilà. Mais sinon, électriquement, ça va rien faire, voilà. Numéro 10. Mettre ton unité centrale trop près du mur, du meuble ou de la décoration d'intérieur. Si tu as un vieil ordinateur, tu dois parfois te demander où est-ce que je mets l'unité centrale. Bah, soit sur la table ou soit en dessous hein, de la C'est table. plutôt gros et beaucoup de gens préfèrent la mettre plus loin où personne ne la verra. En faisant cela, tu oublies la règle du libre accès à la ventilation. Le flux d'air est souvent bloqué par un mur, des rideaux ou d'autres objets. Alors, il faut savoir que, bon, déjà, si tu montes ton PC, donc on appelle ça le Airflow en anglais. Donc, à part si tu as... voilà. Donc, à part si tu as vraiment aucun trou de ventilation, aucun ventilo. Putain, alors lui, il s'est barré. Ah non, dégage. Voilà. Donc, sauf si tu as pas de ventilo, que c'est vraiment une boîte fermée, que tu n'as qu'un seul ventilo derrière, ok. Mais je veux dire, tu ne pourras jamais, dans tous les cas, mettre ton PC à ras le mur, de manière où il y a 1 mm qui les sépare. Tu pourras pas, tout simplement, parce que quand tu as branché la prise d'alim, les ports USB, les câbles derrière, il y aura un peu d'espace. Après, oui, voilà, c'est sûr, il y a un moment, il faut avoir du bon sens, il faut comprendre que ça chauffe, et on va pas mettre ça, voilà, l'air vient de devant ou d'en dessous, et elle est éjectée par derrière et par en haut. Donc, du moins, c'est ce qui est plutôt recommandé, donc voilà, on va pas non plus faire en sorte que, voilà, de bloquer ou de mettre des tissus ou mettre, voilà, pour bloquer l'aération. Rappelle-toi, ton ordinateur a besoin d'un système de refroidissement efficace. Sinon, il y a un risque de surchauffe et d'interruption de la fonctionnalité. Bon, pour une fois que c'est pas trop bullshit, pour une fois que c'est pas trop, ils disent pas trop de la merde, bon, il faut savoir qu'il y a des protections. Alors, niveau du processeur et de la carte graphique, il y a des protections, peut-être pas la carte graphique, je sais pas, mais le processeur, il a une température de fonctionnement, ce qu'on appelle la T-jonction max. Donc pareil, si on repart sur le 4790 Intel, par exemple, donc mon pros que j'ai, voilà, on a la température de fonction maximale qui est précisée dans la datasheet. Donc il nous dit où, voilà, T-case, 72,72 degrés. Donc ça c'est la température maximale. Et encore on a une marge qui va bien au-dessus. Souvent c'est 100 degrés parce que voilà.
Et enfin, c'est plutôt à partir de là qu'il va commencer à baisser les performances. Bon, bah, déjà, plus l'ordi chauffe, plus tu baisses en performance. Ça, parce qu'il y a la fréquence avec par exemple sur du Intel, avec le Intel Speedstep. Donc, il va baisser la fréquence pour pallier le truc. Donc, tu auras aussi les ventilos qui vont augmenter. Et il y aura également un moment où si ça atteint les 100 degrés, voire plus, la carte mère, le BROS, voilà, ils s'éteignent, l'ordi s'éteint, tout simplement. Ou bien il bip et voilà. Donc déjà, il y a ça. Mais il y aura aussi les disques durs, les disques à plateau, donc les disques mécaniques classiques, les disques durs quoi. Ben, tout simplement, ils n'aiment pas la chaleur. Les plateaux magnétiques, ça fait que plus ça chauffe et plus en fait, il y a des chances que les plateaux, tout simplement, bougent en fait, se dilatent avec la chaleur. Il faut savoir que c'est sous vide, se fait sous des pièces, voilà, des salles blanches. Donc c'est vraiment quelque chose d'ultra fragile, les têtes de lecture, etc. C'est ultra fragile un disque dur. Et un disque dur, il faut qu'il soit ventilé au maximum pour éviter voilà, de les chauffer. Donc là, par exemple, je suis à 36, 35, 31, 32, quelque chose comme ça, 32, 31, 32, 36, 35, 36. Donc on voit bien que les SSD et les SSD sont une température de fonctionnement peut-être un peu plus supérieure. Ouais, et les autres disques, plus ou moins froid, voilà, donc... mais en général, il le dit, quand on fait un test smart avec HDTune ou Crystal Disk Info, il nous dit température excédée, voilà, en rouge. Enfin bref, du coup, ce qui peut en faire que si le disque chauffe trop, on peut perdre des données, parce qu'il y a de la démagnétisation, etc., etc. Assure-toi que rien n'empêche l'accès à l'air et que l'ouverture de la ventilation n'est pas bloquée. Numéro 9. Donc je pense que dans la vidéo, ce sera l'un des seuls trucs en fait qu'il a dit à propos de la ventilation qui est bon, quoi, plus ou moins bon. Ne pas assez faire attention à ton logiciel. Afin que... Ne pas assez faire attention à ton logiciel, ça veut rien dire. Ne pas assez faire attention à ton logiciel. Quel logiciel Visual Studio, OBS, gestionnaire de tâches, lequel le logiciel? Non, c'est pas cohérent. C'est voilà. À ton C'est logiciel. Afin que ton système d'opération ait de longues années système d'opération devant lui, donne-lui c'est système d'exploitation, mais bon. les soins qu'il mérite. Garde une trace de ce que tu installes. Évite les... Alors c'est sûr, tu vas pas installer de la merde, hein. Tu vas pas installer des virus. Bonjour, j'installe un virus. Non, je veux dire, il y a un moment, faut éviter d'être con. Mais je pense que vu le type de vidéo qu'il y a dessus, je vais lâcher un pouce bleu vers le bas. Vu le type, d'ailleurs like, si tu trouves que cette vidéo raconte n'importe quoi, je fais une vidéo justement pour dire que c'est n'importe quoi. Voilà, plein de gens qui disent beaucoup de conneries, mettez pas votre batterie dans le frigo. Voilà, putain, n'importe quoi. Voilà. Bon. Voilà, ce genre de choses, non, n'importe quoi, mais je vais mettre le frigo, voilà, un imprimant dans le frigo, les mecs qui trollent, voilà. C'est tout simplement n'importe quoi, tout le monde le dit dans les commentaires, mais bon, ça c'est du genre de chaîne YouTube qui disent n'importe quoi, voilà, et qui s'en foutent des commentaires royalement. régulièrement. Donc garde une trace de ce que tu installes, on va pas installer n'importe quoi, encore moins des logiciels que tu ne connais pas, voilà. Ton bureau et débarrasse-toi des dossiers temporaires et... Alors nettoie régulièrement ton bureau, si vous voulez que je vous montre mon bureau, je vais faire une capture d'écran de mon bureau parce que j'ai la flemme avec OBS de changer le truc, voilà. Je vais prendre le bureau. Voilà ce que j'ai sur mon autre bureau, sur mon écran gauche. Voilà, plein de logiciels, plein de trucs comme ça. Bon, mon écran droit, il a rien. Et là, c'est plutôt propre. Et après, ça reste de l'organisation. Si tu es organisé et que tu veux organiser tes trucs dans les dossiers ou dans des trucs comme ça, libre à toi. Libre à toi. Mais les dossiers temporaires... Alors il faut savoir que si les dossiers temporaires existent, c'est bien pour une chose. C'est justement pour d'éviter d'aller chercher une information trop de fois. Admettons, dans le cadre d'une vidéo YouTube, là on a une petite ligne un peu grise, tu vois, on appelle ça le cache de la vidéo. Donc statistique avancée, donc là on a combien donc on a le son... Voilà, donc là on a le buffer. Voilà, on a encore 62 secondes de buffer, donc de cache enregistré. Donc ce cache, s'il n'existerait pas... Comment on fait pour l'enlever, putain? Enfin bref. Si ce cache n'existerait pas, ça ferait en sorte d'aller chercher constamment l'information, que ça soit sur un disque dur, sur internet, sur un disque réseau, sur peu importe, un programme qui recrée un fichier à chaque fois. Non, tout simplement, à la fin, ça ferait en sorte
de faire le PC qui rame, entre guillemets. Mais en revanche, accumuler trop de dossiers cache temporaires, etc., notamment des fichiers de Windows Update, donc on peut le voir là, donc je vais rabaisser, voilà, donc Windows, voilà, donc là, donc disque local, propriété, voilà, nettoyage de disque, pas besoin de logiciel vraiment développé, voilà, logiciel fou. Il fait lui-même le nettoyage, il fait lui-même ce qu'il y a besoin. Duplicate. Voilà, donc là on a 44 mégaoctets au grand max, donc c'est pas non plus foufou, mais bon, c'est pour vraiment plutôt économiser de la place. Après, si on a beaucoup de place, pourquoi pas. Si possible, n'utilise que des pilotes originaux qui sont Des pilotes originaux, ça ne veut rien dire. Donc dans tous les cas, Windows, donc depuis Windows 8, il accepte uniquement des pilotes signés, donc des pilotes numériquement signés. Dans tous les cas, ne serait-ce que pour n'importe quel truc, si on prend ça par exemple, voilà, le pilote c'est un pilote de chez Intel, voilà, on va pas mettre un pilote de chez AMD, mettre un pilote qui n'est pas compatible ou une autre connerie, voilà. Si je prends une chose, voilà, par exemple la carte Wi-Fi, voilà. Donc là on a souvent un truc Microsoft générique. Souvent Windows 10 met à jour automatiquement pour Windows 10 les pilotes via Windows Update avec un sort de centre à pilote avec tous les pilotes dedans. Voilà, il va les télécharger, les installer automatiquement par rapport au bon périphérique. C'est sûr que même si de base tu n'as pas de pilote, c'est sûr que ton ordi marchera moins bien. Notamment avec des lags ou des trucs qui ne fonctionnent pas, des fonctions en moins ou des pilotes graphiques. On le voit direct, les pilotes graphiques, il y a tout qui déconne, la résolution n'est pas au max, ce genre de choses. Ça semble logique, mais c'est plutôt dans le cadre d'une réinstallation de Windows. Si ton PC vient d'être acheté, par exemple que tu achètes un HP, une tour, un ordi portable, il y a déjà tous les pilotes dedans préinstallés et faits par le constructeur même, donc il n'y a pas besoin de se soucier en fait de pilotes tout simplement, sauf si on veut les mettre à jour et que ce genre de choses, voilà. sont totalement compatibles avec ton ordinateur. Scanne régulièrement ton ordinateur contre les virus. Bon, ça après, ça semble d'une évidence, mais il faut savoir que le meilleur antivirus, ça reste nous, ça reste ce qu'on fait, donc de mettre des bloqueurs de pub, ça nous évite de faire de la merde, déjà sur les sites de télécharger n'importe quoi, mais on va pas télécharger des cracks avec un peu douteux, ou par exemple, je sais pas moi, voilà, si on tape un crack d'un logiciel connu, crack Photoshop, admettons, voilà, Photoshop qui est très connu. Voilà, donc on est sur des sites un peu trop génériques avec les mêmes, voilà, si on clique dessus direct, voilà, c'est sûr on va choper des virus. Ces sites un peu trop génériques qui se ressemblent un peu tous, voilà, qui se ressemblent de loin. Ce genre de blog un peu, voilà, ce genre de même truc. Voilà. Tout simplement, faut éviter. Après, pour les cracks, il faut vraiment la limite machine virtuelle, tester ça, ou bien Virus Total, le site vraiment qui permet de glisser-déposer. Voilà, Virus Total, je vais prendre un fichier dans mon PC. Alors, téléchargement, on va mettre, je sais pas moi, le truc d'origine, le setup d'origine. Ça nous permet d'analyser en ligne, voilà, par plusieurs antivirus même. Donc avant d'installer, s'il y a un exécutable, un installeur, on le met sur Virus Total, on le vérifie, etc. Voilà. Débarrasse-toi des dossiers suspects. Alors des dossiers, ils disent de se débarrasser des dossiers suspects. Pour une personne lambda dans le commun des mortels ne savent pas ce que c'est par exemple la C Windows System 32. Donc là on est dans le C Windows System 32, admettons. Il y a plein de dossiers avec des noms assez bizarres. Voilà. Avec des dossiers bizarres, des noms bizarres, je sais pas moi, sb0710.reg. Une personne lambda qui ne sait pas ce que c'est va se dire c'est douteux, il va le supprimer. Et là on commence à toucher au système, à toucher des fichiers utiles au système nécessaires. Donc là on part sur de la destruction de système. Bon après faut pas non plus être con, mais voilà. Numéro 8. Transporter ton ordinateur en veille ou en mode hibernation. Avant de mettre ton ordinateur dans sa housse et d'aller quelque part, assure-toi de l'avoir éteint.
La veille et l'hibernation ne sont bonnes que lorsque tu utilises ton gadget à la maison et que tu n'aimes pas attendre constamment que ton système démarre, même si ça en vaut la peine de temps à autre. Le mode veille et hibernation ne sont pas recommandés pour transporter ton ordinateur, car ils ont du mal à supporter les mouvements actifs. C'est n'importe quoi, les mouvements actifs. Déjà, cette phrase ne veut rien dire parce qu'un mouvement, c'est forcément quelque chose de plus ou moins dynamique, donc ça bouge, etc. Un mouvement actif, je vois pas ce que ça peut être. Voilà. Je comprends pas. Enfin bref. Il faut savoir que la veille ou l'hibernation fonctionne de ce principe-là. Le système se met dans un mode qu'on appelle le S5. S5 ACPI, voilà. Donc une configuration d'interface de mise en veille. Voilà, en français, interface de configuration est une norme largement répandue sur les ordinateurs personnels. Le but de cette norme est de réduire la consommation d'énergie en mettant certains trucs en éléments hors tension, ce genre de choses. Enfin bref, il y a plusieurs trucs comme ça, donc de la veille. Voilà. Plusieurs trucs de veille ou d'économie d'énergie. Donc en fait, la veille, ça consiste à quoi? Ça consiste à mettre les données qu'il y a en RAM, puisque bien sûr la RAM c'est une mémoire volatile. Dès qu'on l'éteint, elle perd le contenu. Donc il met le contenu de la mémoire vive sur le disque dur, donc un fichier de pagination. Non, des fichiers iberfile.6, un truc comme ça sous Windows, enfin bref. Dans un fichier en plus ou moins... voilà, dans un fichier dans le disque dur, il va mettre tout ce qu'il y a, donc le contenu en RAM sur le disque dur, et quand il va, donc du coup il va s'éteindre, et quand on va rallumer Windows, il va décharger, ou Linux, peu importe, il va décharger tout ce qu'il y a dans ce fichier là en RAM, pour avoir tout ce qui était déjà ouvert, par exemple OBS qui était ouvert, ce logiciel là, YouTube qui était ouvert, la vidéo qui est déjà avec le frame buffer chargé, ce genre de choses, tout simplement parce que voilà, on a la consommation en RAM, elle va passer sur le disque, voilà. Donc là, admettons, on a 7 Go de RAM utilisés. Il va mettre les 7 Go de RAM utilisés dans un fichier sur le disque interne, sur le disque dur, pour faire en sorte que quand il va reprendre la veille ou l'hibernation, il va recharger ses fichiers en mémoire vive, tout simplement. Alors, si tu laisses ton ordi allumé pendant que tu le transportes, ok, donc le disque dur, ça, même un SSD, si t'as un SSD, tu t'en fous. Mais éventuellement pour le disque dur, mais dans ce cas-là, ce serait pas dire que c'est la veille qui est pas bon, c'est de laisser l'ordi allumé pendant le transporter qui n'est pas bon, hein, avec un disque dur mécanique, parce que voilà, les chocs, etc., ça peut faire un head crash, ça peut bloquer la tête de lecture, ce genre de choses, faire rayer le disque pendant qu'il le lit, avec la tête de lecture qui bouge, etc. Donc voilà, tout simplement. Donc non, ce n'est pas la veille. Et mettre en veille l'ordi portable dans son sac, éventuellement ça va utiliser de la batterie. Éventuellement, donc voilà. Seuls les personnages de dessins animés peuvent le faire quand ils tentent. Alors seuls les personnages de dessins animés, c'est n'importe quoi. C'est pas non plus de la fiction, quoi. Mettre un ordi en veille, voilà, Windows, démarrer, mettre en veille, c'est pas de la fiction. Voilà, tout le monde le fait. Dans la vraie vie, d'ailleurs, un MacBook, quand on ferme un MacBook, quand il est allumé et qu'on le ferme, il se met directement en veille. Voilà, et des MacBook Pro ou des MacBook peu importe, avec un uptime de plusieurs jours, j'ai vu que ça, un ordi qui s'éteint complètement sur un MacBook, enfin un MacBook qui s'éteint complètement, j'en ai vu très peu, quoi. Sauf si on le fait nous-mêmes, démarrer, machin, éteindre, enfin la pomme et éteindre. Mais voilà, d'ailleurs, Apple l'a très bien compris. Les utilisateurs n'aiment pas tout simplement attendre que l'OS démarre. Donc, ils font quoi? On ferme le capot, il se met en veille automatiquement, la batterie va pas s'utiliser, ou très peu. Et quand on va le réouvrir, il va se réouvrir rapidement, etc. Déjà prêt avec les trucs ouverts. Donc, c'est pour ça que Apple ne fait uniquement de ça, pratiquement. Du moins, ça a été conçu comme ça. Cela peut sérieusement endommager ton logiciel. D'ailleurs, le petit PowerBook démonté. Numéro 7. Exposer l'écran à la lumière directe du soleil. C'est absolument n'importe quoi. Exposer un LCD à la lumière du soleil, c'est n'importe quoi. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va rien changer. Ça va absolument rien changer. Alors j'ai cherché un truc sur internet. Voilà.
Le LCD est fait de plusieurs couches, tout simplement. Donc les filtres de polarisation, le rétroéclairage, le cadre, les filtres chromatiques, ce genre de choses. Voilà. Ce qui va en revanche utiliser ton écran, éventuellement, c'est le fait de l'utiliser tous les jours. Et encore, c'est même pas le fait qu'il soit polarisé, le truc de la polarisation qui va s'abîmer. Ça sera souvent le CCFL, donc les tubes CCFL écran. Voilà, donc ce sera les tubes un peu néon qu'il y a dans les vieux écrans. Voilà, qui permettent tout simplement de faire le rétroéclairage. Donc on appelle ça un CCFL. À la limite, ça peut s'user, tout comme les LED, et avoir des zones sombres de l'écran, mais non, je suis désolé, ce n'est pas applicable pour un écran LCD. Je ne connais aucun. Alors oui, mais sur les AMOLED, si on les utilise trop longtemps, ça peut tacher l'écran, ça peut faire un burn-in, ça peut brûler l'écran. Oui, sur un écran AMOLED, mais je n'ai jamais vu, encore jusqu'à ma connaissance, ou jamais entendu parler d'écran de PC portable avec des AMOLED. C'est souvent des dalles IPS LCD, ou des écrans Retina, ce qui revient de l'IPS LCD. Voilà, c'est uniquement ça qu'il y a, tout simplement. Après, la lumière ne va rien faire. Alors oui, si tu as éventuellement un plastique sur l'écran, peut-être le revêtement en plastique va se désagréger avec le temps, à condition de le mettre tous les jours au soleil, en exposition directe à la chaleur. Et encore, c'est même pas les UV, c'est juste parce qu'il y a de la chaleur, tout simplement, que voilà. Mais non, à la limite, le revêtement en verre sur les MacBook ou sur les autres PC portables assez récents avec un revêtement en verre par-dessus l'écran. Mais non, sinon non, et encore, même ça protège, donc non, c'est totalement, ce n'est pas valable. Que ce soit un ordinateur fixe ou portable, Donc fixe ou portable, c'est pareil, la technologie reste la même, les trucs restent la même, les composants restent les mêmes, voilà. ils détestent tous deux le soleil. Évidemment, cela peut causer des problèmes de surchauffe, et c'est Un écran surchauffé, un écran ne chauffe pas du tout, un écran ne chauffe pas, même si ça chauffe, il y a toujours des protections. Il faut se mettre un truc en tête, c'est que si ça a été conçu, et ils se sont dit, les ingés ou ceux qui sont en usine, etc., ils se sont dit, putain, on va pas faire en sorte de faire un produit qui dure pas. Les mecs qui sont là un peu en mode, on va pas nuire à la réputation. Donc les mecs forcément qui rajoutent des protections, que ce soit pour le produit lui-même ou pour l'utilisateur, ils vont pas faire des trucs dangereux, parce qu'il faut savoir qu'avec la CCFL, donc les tubes cathodiques, pas les tubes cathodiques, n'importe quoi. Les trucs comme ça, souvent c'est de la haute tension. Voilà, donc on a un petit inverteur qui vient convertir en haute tension, voilà. Donc ils vont jamais, même si c'est un CCFL, ils vont pas faire en sorte que tu puisses t'électrocuter ou autre. Ou que tu puisses te brûler tellement que ça chauffe. Rayons peuvent lentement mais sûrement tuer ton appareil. Donc si tu veux placer tes gadgets près d'une fenêtre ou directement à la lumière du soleil, prépare-toi à dire au revoir au... C'est n'importe quoi, c'est non. Alors il faut savoir une chose, en revanche, la chaleur peut détériorer l'écran au long terme, dans le sens où il va un peu jaunir, mais ça c'est vraiment une chauffe extrême, ce n'est même pas dû aux photons donc, de la lumière. Alors, écran jaune iMac. Donc l'Alzheimer, l'écran qui tire vers le jaune, donc c'est une maladie tout simplement des iMac, d'iMac 2008, 2009, 2010, ce genre de choses, dans ces eaux-là. Voilà, des écrans qui deviennent un peu jaunâtres. Alors pas le problème de GPU comme ça avec des lignes, hein, des écrans vraiment dans le... Un écran blanc qui tire vers le jaune. Tout simplement, les iMac notamment ont ce problème-là, tout simplement parce que souvent ils tirent en jaune vers le bas. Ils tirent en jaune vers le bas, tout simplement parce qu'il y a la carte mère en bas. Je sais pas si on le voit bien ici, voilà, ici c'est un peu sombre en bas de l'écran sur l'iMac. Tout simplement parce qu'il y a la carte mère derrière qui chauffe. Il y a la carte mère qui chauffe derrière, donc du coup, vu que c'est très bien ventilé, non, je rigole, c'est une merde. Mais du coup, ça chauffe, et c'est l'écran en fait qui va encaisser la chaleur, tout simplement. Donc le système de ventilation qui tourne pas à fond, qui tourne pas correctement, ce genre de choses. Ouais, sur du Apple, on a ce genre de conneries, mais encore, ils ont corrigé ça, maintenant ils ont fait des écrans plus résistants, donc non, c'est pas valable. Du moins pour les vieux écrans, et encore, c'est plutôt une maladie d'usure, ça. Couleur vive et saturée. Enfin, d'usure liée à une mauvaise conception du produit de la part d'Apple, voilà. Très prochainement. Numéro 6. Maltraiter les câbles. Alors oui, ça semble logique, tu vas pas couper un câble. Le câble, tu vas pas en couper, tu vas pas le faire des nœuds interminables,
Parce qu'il faut savoir qu'à force de tordre un câble, le cuivre ou l'alu qu'il y a dedans, bon, si t'as un câble en alu, c'est que vraiment t'as un câble de merde, hein, Eco Plus, mais bon, c'est pas grave. Il faut savoir qu'à un moment, la torsion fait que tu vas casser ton câble. Donc voilà, ça semble logique. À quoi ressemblent tes câbles d'ordinateur? S'ils sont tout tordus ou emmêlés, Toujours avec la lime pas officielle. ne t'attends pas à ce qu'ils restent en bon état longtemps. Vois-tu, les bords tranchants, même sur des objets en plastique, peuvent facilement Un bord tranchant, je sais pas moi où on voit le bord tranchant. Faudra m'expliquer où est le tranchant. Là, tous les coins sont arrondis. Il n'y a pas un seul coin qui n'est pas arrondi, hein. Dans un bloc d'alim, tu vas pas te... je sais pas moi, si tu marches par terre, que tu as le bloc d'alim, le PC qui est par terre et que tu marches dessus, tu vas pas trancher le pied avec. Faut pas non plus être con. les couper. Je veux dire, les mecs ils sont pas dit putain, on va faire un bloc d'alim tranchant, comme ça le mec il se coupe avec. N'importe quoi. Et les abîmer. Et les plier a le même résultat. Donc fais de ton mieux pour enrouler le câble sur lui-même ou autour. Éventuellement, ça peut être un bon point à prendre. Éventuellement. Parce qu'il faut savoir que, bon, la torsion du câble, donc du cuivre ou de l'alu à l'intérieur, au monobrin ou au multibrin, peut éventuellement faire des micro-coupures, des coupures dedans, avoir des faux contacts. Mais ce qui est pas dans le câble, bien que dans le câble ça peut arriver souvent, c'est souvent aux extrémités, donc à la sortie même du bloc d'alim, ou bien au niveau de l'embout de la prise qui va se brancher sur l'ordi. Là oui, on aura souvent des faux contacts à ce niveau-là, parce que le câble, voilà, il va se casser. Autour de l'adaptateur. Et assure-toi que tous les câbles soient attachés à la carte mère et ne les laisse Tous les câbles attachés à la carte mère, ça veut rien dire, ça veut absolument rien dire. pas lâche à chaque fois que tu allumes ou éteins ton ordinateur. Alors oui, ça veut rien dire. Ce qui prouve en fait que cette vidéo elle est mal traduite et qu'elle existe sûrement dans une autre langue, en arabe ou en anglais ou en espagnol. Mais voilà. Ou éteins ton ordinateur. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, voici. De l'adaptateur. Voilà. Et assure-toi que tous les câbles soient attachés à la carte. Que tous les câbles soient attachés à la carte mère. Non. Du moins la traduction elle est ultra mauvaise. Que les câbles, enfin que le câble soit bien connecté dans le connecteur. Voilà, qu'il soit bien connecté, qu'il soit bien enclipsé. Ça oui, c'est français. Ça oui, ça veut dire quelque chose. Mais connecté, non, attaché à la carte mère. On va prendre quoi? On va démonter la carte mère et l'enrouler et l'attacher et faire un nœud? Non, n'importe quoi. Mère et ne les laisse pas lâche à chaque fois que tu allumes ou éteins ton ordinateur. Bah oui, forcément, voilà, enfin bref, ça peut faire des faux contacts, mais sûr tu le vois direct, hein, quand la clé USB elle est mal mise, par exemple d'une clé USB, voilà, tu le vois bien que ça va pas marcher. Numéro 5. Faire surchauffer ton ordinateur. La chaleur est le pire ennemi de ton ordinateur, donc laisse-le sur une surface plane et ferme, au frais. Si la ventilation est située sur la partie inférieure de... Donc ça, pour une fois que c'est pas trop non plus... Voilà, c'est pas trop non plus bullshit, mais il faut bien savoir que quand on a des ordi pro, je reprends encore l'exemple de mon ThinkPad T430, voilà, T430, voilà, donc les ventilations, il y a très peu de ventilation en bas. Voilà, donc les ventilateurs font en sorte de souffler et de prendre l'air sur le côté de l'ordi et le recracher sur un autre côté. Donc là on a l'angle d'ordi, voilà, donc on met bien l'angle et voilà. Il va pas prendre l'air d'en dessous de l'ordi, et ça c'est plutôt un bon design de conception de la part de Lenovo, notamment pour les ThinkPad. Donc ce qui peut nous permettre de le mettre sur des surfaces style lit ou bien couverture, ce genre de choses qui pourraient éventuellement boucher, même si on met sur nos jambes, l'ordi peut boucher l'aération, enfin bref. De l'ordinateur, un simple bureau plat ne sera pas suffisant. Non, simple bureau plat, je sais pas ce qu'il dit. Et ferme, au frais. Si la ventilation est située sur la partie inférieure de l'ordinateur... Non, tous les ordis, bon peut-être pas sur les ThinkPad et certains Dell, mais la logique veut que tu prends l'air froid d'en bas et que tu la recraches de là-haut. Puisque l'air chaud monte, parce que niveau design, tu peux pas te permettre de faire des grilles de ventilation sur les côtés énormes, ou bien que t'as pas de place pour la grille de ventilation, pour mettre une deuxième par rapport au port, etc. Enfin bref. Forcément que tu auras des trous en bas, que ce soit pour les haut-parleurs. Donc déjà, là, sur la photo, sur les deux coins, donc sur les deux extrémités du PC portable, donc là et là, je sais pas si vous voyez avec mon curseur, c'est tout simplement des haut-parleurs, tout simplement. Là, on a bien souvent, je pense, donc le processeur là, le chipset et peut-être l'aération du disque dur vers là, tout simplement. Donc non, c'est nimp. Un simple bureau plat ne sera pas suffisant.
Ça sera entièrement suffisant. Si le mettre un ordinateur portable sur le bureau, sur une surface plane, au sol, peu importe, sur une surface plane, ne suffit pas, c'est que ton ventilo ne marche pas, ou bien que tu surchauffes et que tu as la pâte thermique HS à changer, enfin du moins qui a séché, à changer, de dépoussiérer le truc, voilà. Achète un système de refroidissement Ça ne marche pas du tout. Ce genre de truc, c'est bullshit complet. avec un Ça en gagne rien ou très peu, donc vraiment c'est de l'argent gaspillé par la fenêtre, quoi. pied spécial et de petits ventilateurs intégrés. Souvent qui font du bruit aussi. Les petits ventilos, ça fait plus de bruit qu'autre chose, et ça utilise un port USB de l'ordi. Donc ça, en fait, ça condamne un port USB. Donc pour les ordi portables qui ont un ou deux ports USB, voilà quoi. Ainsi, tu prolongeras la durée de vie de ton ordinateur et il restera silencieux. Silencieux en rajoutant une tablette ou un support avec des ventilos, non. Ça va rajouter, ça semble logique, hein, déjà que si ton ordi racasse, c'est que le ventilo il a un problème, faut le changer, faut le dépoussiérer, faut l'huiler, le graisser, peu importe. Déjà il y a ce problème là, donc ça veut dire que ton ordi déjà faut que tu le démontes dans tous les cas. Mais rajouter une plaque avec les ventilos, et forcément les ventilos vont faire du bruit eux-mêmes, ça va rajouter du bruit, ça va pas en enlever, c'est totalement illogique. Numéro 4. Utilisez une source d'alimentation de mauvaise qualité. Quand ta source d'alimentation brûle ou se perd, n'opte pas pour Brûle ou se perd, ça veut rien dire. la version la moins chère et n'emprunte pas le vieux chargeur de ton ami pour économiser de l'argent. Le vieux chargeur d'un ami, si c'est un chargeur officiel, ouais, ça vaudrait peut-être mieux le coup que de prendre un chargeur chinois sur Wish, AliExpress, Banggood, je sais plus quoi. Sur Amazon, même des trucs pas officiels. Souvent, les chargeurs de MacBook Pro non officiels peuvent griller la carte mère. Faut le savoir parce que, bien sûr, chez Apple, ils se permettent de moins de faire de protection, ce genre de conneries, d'utiliser des résistances en tant que fusibles pour dire le niveau d'ingénierie. Enfin bref. Je vous invite vraiment, si le sujet vous intéresse, je vous invite à regarder la chaîne de Louis Rossmann. Donc, ça s'écrit comme ça. Voilà. Vraiment, vous pouvez regarder cette chaîne. Cette personne-là explique en profondeur, avec des schémas, de manière logique. Voilà. Et en fait, il fait de la réparation de MacBook. Donc voilà. Enfin bref, donc oui, donc il a fait une vidéo qu'un chargeur non officiel avait tout cramé à l'intérieur, tout cramé, avait un peu niqué la carte mère de l'ordi. Donc comme je revenais au début, c'est pas le fait de brancher en premier le 220 et ensuite mettre le chargeur. Si le chargeur il est de mauvaise qualité de base, l'ordinateur il en prendra dans la gueule tout simplement. Très important d'utiliser une alimentation originale qui est totalement compatible avec ton modèle d'ordinateur. Bah oui, original, mais compatible, ouais, enfin voilà, oui, ça semble logique. Si tu ignores cette règle, tu vas abîmer ta batterie et ta carte mère. Alors la batterie, peut-être pas, sauf si l'ordi est vraiment mal foutu, mais non, puisqu'il y a encore des protections, c'est comme tout à l'heure avec l'exemple des VRM et des Proco, il y aura des composants qui vont gérer la charge de la batterie, et même dans le pack, donc dans la batterie, il y aura le BMS qui va protéger les cellules. Au pire, ce sera le BMS qui grille. Donc voilà. Numéro 3. Installer et désinstaller beaucoup de programmes. Quand tu installes et désinstalles des tonnes de programmes, ils prennent tous les espaces différents des programmes préalablement installés sur ton disque. Cette phrase veut rien dire, mais bon. C'est ce que l'on appelle la fragmentation du disque, et cela ralentit le travail de ton logiciel. Tu peux utiliser le travail de ton logiciel, plutôt du soft à la limite que tu utilises, mais du système d'exploitation en général. Tu vois bien que ça va commencer à devenir long. un défragmenteur de disque. Mais il faut savoir que la fragmentation se fait d'elle-même, pas diluée. Alors, quand on déplace beaucoup de fichiers, ce genre de choses, la fragmentation se fait dans tous les cas. Il faut savoir que le NTFS est le système de fichiers qui se fragmente le plus. Si on prend un système de fichiers type Linux X4, ou bien sûrement le Apple FS ou le HFS+, je ne sais pas, dites-moi en commentaire si le HFS+, ou le Apple FS a de la fragmentation. Je me suis pas intéressé trop au sujet, bon, enfin bref. Mais si on prend un système de fichiers autre que NTFS, du moins fait par Windows, donc que ce soit FAT32, FAT16, ou NTFS, ou exFAT, ces systèmes de fichiers-là sont hyper mal conçus, puisqu'ils se reposent sur les mêmes
système de fichiers, donc le FAT. Et il y a de la fragmentation qui se fait tout simplement sur X4. Je crois qu'on est à moins de 5% dans tous les cas, à 100% sûr qu'il n'y a pas de fragmentation. Il n'y a pratiquement pas de fragmentation, ou bien très très peu, tout simplement. Donc dans tous les cas, si on déplace des fichiers, ouais, ça va faire de la fragmentation dans tous les cas, que ce soit des fichiers ou bien qu'on installe ou désinstalle un logiciel. Que pour résoudre le problème. Et si ton disque est plein mais que tu ne penses pas avoir installé trop de programmes, essaie d'utiliser certains outils qui effacent les dossiers temporaires et D'ailleurs, ça me fait un peu rire. L'image en fond qui n'a aucun rapport avec de quoi la personne parle. Là, on voit quand on voit un script HTML, enfin un script, on voit du code entre guillemets HTML sur du Notepad, le Notepad Windows bien dégueulasse, donc c'est n'importe rarement quoi. utilisé. Numéro 2. Donc Programme, oui, il parle de essaie CCleaner, ce genre d'utiliser de certains choses, mais il le outils dit pas bien sûr. qui effacent les dossiers temporaires et rarement utilisés. Donc comme je disais, les dossiers temporaires, il y en a besoin, mais pas trop, voilà. Donc j'ai expliqué, il faudra revenir un peu Numéro dans 2. la vidéo. Mal nettoyer ton écran. Ah, mal nettoyer ton écran. On va rigoler. Utilises-tu les liquides prévus pour le nettoyage des écrans? Alors souvent, les liquides prévus pour qu'on achète dans le commerce sont à base d'hydro, je sais plus, à base d'alcool tout simplement. Les solutions hydroalcooliques, je crois. Voilà, les solutions hydroalcooliques. Tout simplement, d'ailleurs si on cherche nettoyant écran PC sur Amazon sûrement. Kit de nettoyage écran ordinateur. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir dans la composition chimique? Est-ce qu'il nous le dit? Non. Je sais pas si on le voit. Non. Il ne dit rien, donc microfibres, etc. Donc, c'est sur la composition chimique. Distribution naturelle de nettoyage de sécurité, placement, nanana. Nettoyant antistatique. Non, il le dit pas. Peut-être là sur la photo. Ouais, voilà, alcool. Donc en fait, c'est à base des souvenirs de nettoyant d'écran, c'est à base d'alcool. Non, no alcool. Enfin bref, souvent ça doit être une solution savonneuse, bien à base d'alcool. Mais voilà. Donc là, il n'y a pas de silicone, pas d'alcool, je pense. Donc enfin bref, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais en général, les kits des nettoyages est souvent bien proposé avec de l'alcool dedans, ou un substitut d'alcool, ou bien ou bien dilué à mort. Voilà. Arrête tout de suite. Les substances à base d'ammoniac et d'alcool peuvent sérieusement endommager le revêtement anti-reflet de ton écran. Un vêtement anti-reflet. Un vêtement anti-reflet, c'est n'importe quoi. Alors il faut savoir que si on a une dalle type glossy, ou une dalle mat, le reflet va se faire sur du glossy, qu'elle soit neuve et que tu viens d'acheter l'écran, ou bien que tu aies utilisé au bout de 20 ans. Voilà, la dalle et le revêtement est tel que. Et voilà. Alors. Ah, j'arrive pas à écrire, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc là, on voit bien la différence entre une dalle mat et une dalle glossy, hein, comme on dit. Voilà, tout simplement. Voilà, donc là, on a bien l'exemple. Donc on voit bien que c'est terne. Et là, on voit bien qu'on a des reflets. Ça veut rien dire. Ce qu'ils disent, ça ne veut absolument rien dire. Et donc réduire sa durée de vie. Réduire la durée de vie, c'est pas l'écran que tu vas abîmer, c'est le revêtement. Au pire, ce sera moche, mais quand tu vas allumer l'écran, tu ne le verras pas, au pire. Utiliser des lingettes humides, des agents nettoyants ou de l'eau ne sont pas non plus les idées du siècle. La meilleure chose à faire est d'utiliser des tissus doux ou en microfibre. Si cela ne fonctionne pas... Bah oui, pour dégraisser un écran, parce que si tu mets les mains, bon, il y a la graisse, le sébum de la main, etc.
Quand tu vas mettre tes doigts sur l'écran, admettons, parce que tu dois, enfin, je sais pas, tu mets les doigts, tu as forcément déjà mis les doigts sur un écran, c'est un peu gras. Comment tu veux enlever de manière efficace quelque chose de graisseux sans utiliser de l'alcool ou un truc à base d'alcool ou bien à base d'une solution savonneuse, tu ne peux pas. Utilise des lingettes spécifiques pour nettoyer les écrans. Les lingettes spécifiques sont eux-mêmes à base d'alcool. Souvent les lingettes qu'on peut trouver dans le commerce, lunettes pour nettoyer les lunettes et qui disent compatibles avec les écrans LCD. D'ailleurs que je ne recommande pas du tout parce qu'en fait c'est un chiffon un peu cartonneux, un peu rigide qui raye l'écran et les lunettes. Enfin bref, ils sont eux-mêmes à base d'alcool, donc non. Choisis-les en fonction de ton type d'écran afin de ne pas abîmer le Oui, revêtement. c'est sûr, on va nettoyer comme ça l'écran. Enfin bref. Numéro 1. Garder trop de gadgets branchés. Dès que possible, désactive le son, le rétroéclairage du clavier, Ouais, c'est vraiment le pousser le trou à fond quoi. Bluetooth et le Wi-Fi si tu peux travailler sans internet. Cela ne semble pas être grand-chose, mais peut néanmoins affecter la performance de ta batterie. Tu peux également déconnecter ta souris sans Ça, éventuellement, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, mais c'est un peu nimp, puisque bon, la consommation, bon, déjà en tension, on est sur du 5 volts pour l'USB, donc au pire, ça va consommer 100 mAh en intensité, mais bon, ça c'est pas bien le truc. Ça va consommer très peu, sauf sur un disque dur à plateau mécanique par exemple, on va être sur 1 ampère, quelque chose comme ça, au grand max, et encore si c'est pas la moitié ou le quart. Donc oui, débrancher, et encore même les disques durs externes, ils ont des trucs de veille pour éviter d'économiser, pour éviter d'utiliser la batterie, par exemple sur un ordi portable, ou tout simplement de casser le disque si ça vibre ou ça bouge. Donc ouais, c'est plus ou moins ça, mais c'est pas forcément le meilleur. Le meilleur, c'est de baisser la fréquence de la carte graphique s'il y en a une dédiée. Puis même, entre nous, choisir un ordinateur portable avec une carte graphique dédiée uniquement pour la batterie, non. Déjà, c'est un mauvais choix de base. Enfin bref, admettons. Mais aussi de baisser et de réduire la vitesse du processeur. De baisser la luminosité de l'écran. Ça oui, c'est les principaux trucs qui consomment. Laisser brancher ses écouteurs, le truc sans fil de la souris. C'est des bouts de ficelle, c'est des bouts de... C'est rien, c'est absolument rien. fil, tes disques flash, tes écouteurs et ton stockage externe. Disque flash. Qui utilise encore cette expression disque flash? Non, c'est clé USB à la limite, mais bon, bah, c'est sûr que c'est la mémoire flash, mais bon, enfin bref. Tous absorbent l'énergie même quand ils sont éteints. Connais-tu d'autres choses qui semblent inoffensives mais qui peuvent en fait endommager ton PC? Oui, je connais autre chose. Ta chaîne YouTube, c'est ce qui va nous faire Dis-nous faire dans de la les merde. commentaires Voilà. ci-dessous. N'oublie pas de donner un j'aime à cette vidéo, de la partager avec tes amis Ah et oui, de je vais la cliquer sur partager. s'abonner J'ai mis un petit j'aime, mais un peu à l'envers. Voilà. pour rester sur sympa. Donc la vidéo est à présent finie. C'était mon coup de gueule, vraiment, même mon pote, quand j'ai envoyé coucou ElectroGeek, quand j'ai envoyé la vidéo, il était abasourdi par tant de conneries. Tant de conneries. Je suis désolé. Éventuellement, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse une vidéo éventuellement pour préserver l'ordinateur, nettoyer, entretenir son ordi. Je ferai sûrement une série d'épisodes. Mais voilà. C'est totalement n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. Ces conseils, ouais, il y en a deux grands max, deux à propos de la chaleur et si je dis pas de conneries à propos de la chaleur, ouais, la chaleur, je pense que c'est le seul qui est viable et le truc de la batterie qui n'est pas officiel, enfin du chargeur qui n'est pas officiel, éventuellement, voilà. Enfin bref, cette Numéro vidéo 3. est désormais finie. Le supplice a été long pour vous de voir tant de conneries. Voilà. Donc sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine.